Merci, professeur Moujbal. Merci à tous les organisateurs de ce congrès qui m'ont convié à être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Mon histoire avec l'antibiorésistance provient justement au départ d'un de vos confrères, un chirurgien, quand je suis revenu avec un doctorat en pharmacologie moléculaire et j'étais spécialisé dans l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et j'ai rencontré un ami qui était un copain de lycée qui est devenu médecin, chirurgien et je lui ai dit voilà, je viens d'avoir ma thèse, je suis rentré au Maroc, je commence à travailler à l'université et je vais démarrer un travail de recherche. Et il m'a dit sur quoi? J'ai dit je vais continuer à travailler sur l'hypertension artérielle. Il m'a dit mais tu sais, nous, l'hypertension artérielle, on sait la traiter. Notre problème avec l'hypertension, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Quand ils savent, ou nous on sait, on y arrive. Par contre, il m'a dit, ce qui lui, c'est en 1988, il y a 30 ans, il m'a dit, ce qui me tient à cœur, c'est que nous, les chirurgiens, et aussi les chirurgiens qui font la neurochirurgie, les gens qui font de la chirurgie cardiaque, nous arrivons à faire des prouesses chirurgicales avec certains patients. Mais malheureusement, après, nous les perdons parce qu'ils attrapent des infections avec des germes multirésistants. Et parfois, il m'a dit, la semaine dernière, on a perdu un patient de 40 ans qui est père de famille, qui est cadre, etc. Après qu'on a testé, on a essayé tous les antibiotiques à notre disposition, mais la bactérie qu'il avait, elle était résistante à tout. Donc, c'est là que, pour un chercheur qui a eu la formation que j'ai eue, il n'était plus question de travailler sur autre chose que sur l'antibiorésistance. Donc, j'ai fait l'effort. Pas facile. D'ailleurs, quand je suis revenu à l'hôpital Necker, revoir mon laboratoire d'origine et que je leur ai dit que je m'étais converti à la microbiologie, et ils ne pouvaient pas le croire parce que pour eux, c'est comme aller de la mécanique à l'électricité ou d'un métier à un autre métier très lointain. Mais en réalité, pour moi, j'avais pas le choix, vu ce que j'avais entendu. Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et j'étais jeune. Et je pensais que c'était une affaire marocaine ou une affaire de pays de tiers-monde. Je ne savais pas que c'était une problématique d'une grande ampleur et qui intéresse le monde entier. Donc, aujourd'hui, justement, malheureusement, c'est ce que je vous ai raconté, c'était en 88. Et 30 ans plus tard, rien ne s'est amélioré. On continue, vous voyez là, ce sont des publications très récentes où l'on parle soit de retour à l'ère pré-antibiotique, c'est-à-dire à la période où il n'y avait pas encore d'antibiotiques. Et vous imaginez comment était la médecine et comment était l'humanité à cette époque-là. Et il y a d'autres qui parlent du fait que nous allons vers l'ère post-antibiotique, c'est-à-dire, ça revient au même, c'est-à-dire la situation où tous les antibiotiques qui sont là ne servent plus à rien, et donc c'est comme si on était avant même l'apparition de la découverte de la pénicilline. Alors vous savez, la pénicilline a été découverte en 1928 par Fleming, mais n'a pu arriver sur le marché qu'en 1945, c'est normal, à l'époque, il fallait du temps entre la découverte d'un médicament et sa mise sur le marché. Bien sûr, il a fallu l'intervention d'investisseurs, etc., parce que Fleming tout seul n'y arrivait pas. Mais dès que Fleming a découvert la pénicilline, et dès qu'on a commencé à utiliser la pénicilline, tout de suite, on s'est rendu compte que les bactéries, une fois qu'ils ont été la première fois soumis à la pénicilline, eh bien, tout de suite après, on commence à
isoler des bactéries résistantes. Et même Fleming l'avait remarqué, et il avait dit qu'il était criminel d'utiliser la pénicilline quand on n'en a pas besoin. Malheureusement, ça a été la même chose. À chaque fois qu'on a mis au point un nouvel antibiotique, quelques mois, quelques années plus tard, la résistance s'installait et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'OMS qui parle de grave manque de nouveaux antibiotiques, d'une urgence sanitaire qui met sérieusement en péril les progrès de la médecine. Imaginez-vous, vous qui chaque jour testez des nouvelles techniques de célioscopie, etc., s'il n'y avait pas les antibiotiques pour protéger les patients, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait possible de faire des transplantations d'organes? Est-ce que ce serait possible de faire de la neurochirurgie, etc., de la microchirurgie, s'il n'y avait pas la possibilité, à chaque fois qu'il y a une infection, de la combattre avec un antibiotique efficace? Alors aujourd'hui, on parle de l'OMS, parle de 700 000 décès par an dus à la résistance aux antibiotiques. 700 000 décès, c'est plus d'une personne par minute, c'est pas rien. Et que si rien n'est fait, en 2050, on pourrait arriver à 10 millions de patients. Et pire encore, c'est qu'on nous dit que ces 700 000, ces 50 000 en Europe, 12 500 en France, eh bien, ce sont des chiffres probablement sous-estimés. Sous-estimés pour les États-Unis et l'Europe. Alors, qu'en est-il pour l'Afrique? Qu'en est-il pour les pays du Sud? Je vous laisse juger. Alors, je ne viens pas pour raconter ce que les autres ont fait ou juste tirer une sonnette d'alarme, non. Je viens vous parler de travail qu'on a fait, c'est-à-dire que les chercheurs n'ont pas pour rôle seulement de dire « attention, il y a un problème », mais de mettre la main à la pâte et d'essayer de trouver des solutions. Donc, le problème de la résistance aux antibiotiques, c'est que malheureusement, l'antibiotique qui devrait être un médicament strictement humain est devenu un médicament partagé entre les humains, entre les animaux d'élevage et même on le donne aux plantes. Et c'est ça qui rend le problème plus compliqué, plus difficile à traiter, même à l'échelle d'un gouvernement. Est-ce qu'on va s'adresser au ministre de la Santé ou est-ce qu'on va s'adresser au ministre de l'Agriculture ou autre? Donc, ça pose un problème. Alors, commençons par le premier domaine dans lequel on n'imaginait pas qu'il y avait quelque chose qui est en relation avec la résistance aux antibiotiques, c'est l'agriculture, c'est la production végétale. Alors, regardez ces publications qui sont récentes, qui montrent que que les pesticides utilisés, les fongicides, les bactéricides, les insecticides, les herbicides qui sont utilisés, en fait, les chimistes qui les ont synthétisés, ils se sont basés sur la molécule initiale qui est celle des antibiotiques. Alors, parfois, ils parlent d'une quinolone, parfois ils parlent d'une sulfamide, parfois ils vont partir d'une imidazole, etc. Et ils vont ajouter quelques OH, NH2 par-ci par-là, et ils vont avoir un effet fongicide, et ils vont l'appliquer sur les plantes. Ce qu'ils ne savent pas, ou ils le savent mais ils ne veulent pas le savoir, c'est que quand on fait ça, au niveau du sol, vous savez, le sol, il est plus riche en microbes que l'intestin d'un animal. Eh bien, le sol qui contient des bactéries, des champignons, des parasites, dans ce sol, on va exercer une pression de sélection, c'est-à-dire qu'on va défavoriser les germes qui sont sensibles et favoriser les germes résistants. Donc ces germes sensibles qui au départ sont dominants et majoritaires, les germes résistants qui sont au départ minoritaires, eh bien quand on utilise ces molécules, on va défavoriser les sensibles et les résistants qui étaient minoritaires deviennent majoritaires. Et c'est comme ça qu'en mangeant une salade, en mangeant une pomme de terre ou une tomate, on va manger des bactéries résistantes.
Et ces bactéries résistantes vont aller dans notre tube digestif. Et là, malheureusement, mais c'est la nature, il faut savoir que les bactéries, ils transfèrent les molécules d'ADN entre eux, ils transfèrent les gènes entre eux. Et donc, une bactérie, même si c'est une bactérie du sol qui n'est pas pathogène, une fois qu'elle se retrouve dans notre intestin, elle va transférer ces gènes de résistance à des bactéries qui sont dans notre intestin et qui peuvent devenir pathogènes. Ça, c'est une publication de 2017, octobre 2017, qui montre que 3 herbicides, c'est des herbicides que vous utilisez dans vos jardins, le dicamba, le dichloro machin et le glyphosate, malheureusement très connu, eh bien ces 3, qu'est-ce qu'ils provoquent? Ils provoquent un changement de sensibilité de Escherichia coli et Salmonella dans les organismes. Donc vous voyez que même des substances utilisées dans l'agriculture, en production végétale, contribuent malheureusement à l'apparition de la résistance. Quoi, ça n'avance plus? Ok. Alors, ce que nous avons fait, nous, dans notre laboratoire, c'est de chercher comment on peut empêcher cette contradiction entre l'intérêt de l'agriculteur et l'intérêt de la médecine. L'agriculteur, quand on lui parle de ça, il dit, s'il vous plaît, si pour vous l'antibiotique est un médicament, pour nous c'est un outil de production. Vous ne pouvez pas nous l'enlever. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons cherché dans la nature et nous avons trouvé, je n'étais pas le premier, au Maroc, il y avait déjà le professeur Tantawi El-Iraqi à l'Institut agronomique qui avait commencé avant moi et qui m'a transmis le flambeau dans cette histoire, commençait à montrer que des molécules qui se trouvent dans les huiles essentielles des plantes aromatiques, ces huiles essentielles qui, à l'époque, il y a 30 ans, étaient utilisées seulement par les parfumeurs, les gens qui font de la cosmétique, eh bien, lui et d'autres chercheurs dans le monde, mais ils étaient très peu, le Maroc, on peut dire que le Maroc est pionnier dans ce domaine, ont démontré que dans ces huiles essentielles, il y a des molécules qui ne sont pas étrangères à la pharmacopée, à la médecine humaine. Le thymol, le carvacrol, le génol, le cinéol, c'était déjà des molécules qui étaient utilisées. Vous connaissez tous le trophyrès, par exemple. Trophyrès, c'est du cinéol, c'est de l'eucalyptol. Donc, des molécules déjà dans la pharmacopée, dont l'innocuité est garantie, eh bien, ils ont une activité antimicrobienne meilleure que celle des antibiotiques. Et ce qu'on a fait dans ces 30 années, c'est qu'on a pris ces molécules, une par une, on ne prend pas des mélanges, des extraits, etc. Personnellement, dans notre labo, on a travaillé avec l'esprit du pharmacologiste moléculaire. Donc on a pris des molécules pures qui ont une activité antimicrobienne et on a démontré qu'avec ces molécules, on peut remplacer les insecticides, on peut remplacer les pesticides, les fongicides utilisés en agriculture. Et aujourd'hui, nous avons une société, une usine qui fabrique plusieurs dizaines, parfois centaines de tonnes d'un produit qu'on appelle NPP, Natural Plant Protector, qui est un produit marocain, avec un brevet au Maroc et dans le reste du monde, dans la plus grande partie du monde, où on doit déposer des brevets de ce genre. Et ce produit est utilisé aujourd'hui par des grands producteurs marocains. Malheureusement, ce sont surtout les exportateurs, ceux qui exportent des fleurs, ceux qui exportent des tomates, ceux qui exportent des agrumes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils savent que leurs produits vont être contrôlés chez le consommateur, chez le client final. Malheureusement, quand il s'agit de production locale, je pense que nos arguments ne sont pas suffisamment forts par rapport aux arguments de ceux qui vendent les pesticides. Ils ont des arguments et des moyens que nous n'avons pas. Donc ça, c'est le côté agriculture, production végétale. Maintenant, le deuxième domaine, c'est le côté production animale. Eh bien, sachez que dans la production animale, on utilise plus d'antibiotiques chez les animaux que chez les humains, en tonnage. Moi-même, j'étais une fois avec un petit producteur de poules pondeuses et quelqu'un l'a appelé, il lui a dit l'OTC, l'oxytétracycline, est arrivé. Il lui a dit, tu me laisses 3 tonnes.
Vous imaginez, vous qui prescrivez des milligrammes, et des gens qui parlent de 3 tonnes d'oxytétracycline, cette oxytétracycline va être mise systématiquement dans l'aliment de vaches, de moutons et de volailles. Et ce n'est pas la seule, c'est-à-dire la tétracycline, c'est rien pour eux. Mais après, ils vont mettre des antiparasitaires, ils vont mettre des antibiotiques, et tout ça, ils vont l'appeler promoteur de croissance. Il ne vont pas l'appeler antibiotique, etc., ils vont promoteur de croissance. Et je ne parle pas de guérir un animal malade ou un bâtiment où il y a 10 000 poulets malades. Je parle d'animaux sains. Un poussin qui vient de sortir de l'œuf, le premier jour, on commence à lui donner des antibiotiques jusqu'à l'abattage. Alors imaginez ce que devient la flore intestinale de cet animal. Et entre parenthèses, la majorité des animaux avec ça deviennent septicémiques, donc les bactéries vont se balader dans le sang, on les retrouve dans la moelle osseuse. 100% des poulets, à chaque fois qu'on va sur le marché, on prend des poulets, on n'a pas un qui n'a pas une septicémie, même une ostéomyélite, c'est-à-dire qu'on retrouve des germes, et des germes en grand nombre, gramme moins et gramme plus, dans la moelle osseuse. Alors, cette histoire, il n'y a pas que nous qui en parlons, le monde entier en parle, et c'est même avec des preuves génétiques à l'appui que on retrouve ce que vous retrouvez dans les hôpitaux, des bactéries qui provoquent des infections nosocomiales avec des résistances. Eh bien, les plasmides qu'on trouve dans ces bactéries, on les retrouve chez le poulet, on les retrouve chez les vaches, etc. Donc, quand c'est l'empreinte génétique, on ne peut plus douter de l'origine. Voilà. Alors, dans ce contexte, donc, on peut dire que la résistance, elle ne vient pas que de ce qu'on utilise en médecine humaine, mais aussi de ce qu'on utilise dans le domaine animal et végétal. Alors là, je vais pas, j'ai mis no comment, parce que quand on a des articles comme ça dans la presse qui dit que l'Europe ne veut pas manger le poulet produit au Maroc, déjà sur le plan économique, c'est dommage parce que l'Europe, elle importe du poulet du Brésil. Le Maroc, c'est beaucoup plus près que le Brésil. Et puis, sur le plan éthique, si eux ne veulent pas le manger, pourquoi on nous le fait manger? Voilà, donc je ne voulais pas commenter, mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, dans ce domaine, nous avons aussi travaillé en collaboration avec des vétérinaires, avec des producteurs d'aliments, avec les professionnels du domaine, parce que eux-mêmes, ils souffrent de ça, mais eux aussi, pour eux, l'antibiotique, c'est un outil de production. Et on a mis à leur disposition 2 produits, un qu'on a appelé NP rumen et l'autre qu'on a appelé NP 1600. NP, c'est Natural Promotor, au lieu que ce soit antibiotique promoteur de croissance. Nous, on fait Natural Promotor. C'est simple, c'est des huiles essentielles, d'Elzater, d'origan, que nous avons fixées pour qu'ils ne s'évaporent pas. Nous les avons fixées sur une argile marocaine que nous utilisons tous, qui est le rassoul. Et vous savez que 1 gramme d'argile est équivalent en surface de contact à un terrain de tennis. Donc, dans cette surface de contact de l'argile, nous arrivons à fixer les huiles essentielles de telle sorte que pendant la fabrication de l'aliment, ils ne s'évaporent pas. Ils ne vont libérer les huiles essentielles qu'une fois dans l'intestin, quand l'argile va se gonfler. Ça va se gonfler, elle va fixer de l'eau et des mycotoxines et des endotoxines et même des bactéries. Et en même temps, elle va libérer ces huiles essentielles qui vont agir sur la flore intestinale. Donc, ils diminuent de 3 à 4 lots, jusqu'à 10 000 fois le nombre de bactéries intestinales, ce qui favorise la croissance de l'animal. Ensuite, ces huiles essentielles, ils sont absorbés, ils passent dans la circulation pour être éliminés par le foie, par la voie biliaire. Donc, ils vont nettoyer le foie et la voie biliaire, et par la respiration. Donc, ils vont aussi nettoyer le système respiratoire, et par les urines, donc ils vont nettoyer le système urinaire. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'éleveurs au Maroc qui utilisent ce produit. Bien sûr, avant de le généraliser dans leur production,
ils font des essais de comparaison avec l'antibiotique. Et moi-même, j'ai signé plusieurs fois des contrats que si le lot qui reçoit les antibiotiques donne un meilleur rendement que le mien, je dois leur payer la différence. À chaque fois, notre lot a toujours été supérieur. Moins de mortalité, plus de croissance. Et je peux vous dire que quand on fait l'analyse dans la moelle osseuse, on trouve 0 germe, alors que dans le lot des antibiotiques, on trouve beaucoup de germes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de septicémie, ou alors s'il y a une bactérie qui passe dans le sang, elle est très vite éliminée, elle ne va pas jusqu'à se loger dans la moelle osseuse. Tout simplement, tous les éleveurs qui ont essayé ce produit l'ont adopté. Et même quand vous mangez cette viande, elle n'a rien à voir avec la viande de poulet ou la viande de mouton que nous mangeons tous les jours. Alors ça, pour faire un peu de science, je vous décris une petite expérience que nous avons faite, parce qu'on dit toujours, quand on donne des antibiotiques, la résistance s'installe, mais personne ne l'a montré, du moins au Maroc. Alors on a pris des poussins d'un jour, et pendant 7 jours, ils sont restés dans l'animalerie, ils mangeaient un aliment sans rien. Et à partir du 7e jour, on a commencé à leur mettre des antibiotiques dans l'eau de boisson. Alors regardez, là on leur a donné de l'amoxicilline. Eh bien, au bout de 7 jours, vous voyez que la CMI de l'amoxicilline augmente. Au bout de 14 jours, elle augmente énormément, mais pas seulement la CMI de l'amoxicilline, même la CMI des autres antibiotiques qu'on n'a pas donnés. La même chose quand on donne de la tylosine, la CMI augmente, mais pas seulement pour la tylosine, elle augmente aussi pour les autres. La même chose quand on donne de la colistine, et vous savez, la colistine, malheureusement, elle est très utilisée en élevage, alors que c'est le dernier rempart, l'un des derniers remparts pour la médecine humaine. La même chose, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous connaissez bien, la résistance croisée. Donc le mythe que quand on donne un antibiotique, on développe la résistance seulement à cet antibiotique, non. Quand vous donnez un antibiotique, vous provoquez une pression de sélection qui va provoquer une résistance même à d'autres antibiotiques que vous n'avez pas donnés. Par contre, quand on donne le produit NPP à base d'huile essentielle, on voit que la CMI, elle est restée la même, et que ce soit pour le NPP ou pour les antibiotiques. Donc, ce produit naturel ne provoque pas de résistance ni à lui-même, ni de résistance croisée aux autres antibiotiques. Et donc, notre idée, c'est que on fait des biopesticides, on fait des bio-antibiotiques pour les animaux et les végétaux, et on laisse les antibiotiques, la pénicilline, la gentamicine, tout ça, on laisse ça pour les humains, exclusivement pour les humains, parce que c'est quand même la vie des humains qui est en jeu. Alors pourquoi ces huiles essentielles ne provoquent pas de résistance ou n'induisent pas de résistance? Tout simplement parce qu'ils ont un mécanisme d'action différent de celui des antibiotiques. Vous savez que les antibiotiques, ils ont une cible très spécifique. C'est comme une clé avec une serrure, et il suffit qu'il y ait une petite mutation au niveau de la serrure pour que la clé ne marche plus, la résistance s'installe. Par contre, on a été les premiers dans le monde à mettre en évidence le mécanisme d'action de ces molécules qu'on a purifiées des huiles essentielles. Eh bien, ces molécules, ils vont agir sur la paroi et sur la membrane, et ils vont casser la structure cellulaire. D'accord? Donc, ils ont un effet non spécifique. Et donc, même s'il y a une certaine mutation, et il y en a forcément, eh bien, ces mutations ne changent rien. Le produit reste efficace. Alors pour ce produit qui est à base d'huile essentielle pour l'alimentation de bétail, l'African Innovation Foundation, qui est donc une fondation suisse qui veut encourager l'Afrique, m'a décerné en 2015 le grand prix de l'innovation pour l'Afrique sur un nombre de candidats, de 925 candidats provenant du monde entier, parce que c'est les Africains du monde, donc il y avait des candidats des États-Unis, de l'Europe, du Canada, de partout, qui sont d'origine africaine. Et j'étais le premier surpris. C'est nous qui avons reçu le Grand Prix. Et pour quelqu'un qui galère dans la recherche marocaine depuis un moment, avoir un chèque comme ça de $100 000, ça résout énormément de problèmes.
Alors maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la médecine humaine. Donc dans le domaine de la médecine humaine, vous savez, on ne fait pas des essais cliniques chez l'homme comme on les fait chez les poulets ou les vaches. Donc on a peiné avec le comité d'éthique, à juste titre, parce que ce n'est pas du jeu. Et finalement, on n'a pas pu faire avec l'humain ce qu'on a fait avec les animaux, c'est-à-dire donner que les huiles essentielles. Donc, heureusement, en 95-96, j'avais des étudiants qui, à chaque fois qu'on utilisait nos molécules, on les comparait avec les antibiotiques. Et il y avait deux étudiantes, une fois, qui m'ont dit « Monsieur, pourquoi on n'associe pas les antibiotiques avec ces molécules pour voir ce que ça donne ?» J'ai dit oui, c'est une bonne idée. Et on l'a fait. On a remarqué que pas à tous les coups, mais certaines fois, on avait une synergie incroyable, plus qu'une synergie, une potentialisation très importante. Et j'avais supplié ces étudiantes et tous les étudiants qui ont travaillé avec moi par la suite et qui ont fait ça, de ne jamais en parler. Je leur ai dit, ça peut être la délivrance de l'humanité du problème de la résistance. Donc il ne faut pas le publier, il ne faut pas en parler, parce qu'il faut qu'il soit breveté. Et je n'avais pas les moyens de breveter, parce qu'un brevet, ça coûte cher. Ça coûte cher pour le rédiger, ça coûte cher pour le déposer, $10,000 aux États-Unis, $10,000 en Europe, etc. Ça coûte très très cher. Et un chercheur, il n'a pas cet argent. Et l'université, à l'époque, et même malheureusement même aujourd'hui, n'est pas encore au courant de cette histoire. Donc, il a fallu attendre 2003-2004 pour rencontrer un Marocain qui aime son pays et qui était à l'étranger, qui sait ce que c'est que la propriété intellectuelle et qui a joué le rôle de business angel, qui est venu au Maroc. On a créé une société, on a déposé 4 brevets sur un phénomène qui est marocain aujourd'hui, dont le Maroc peut être fier, qui est les anti-infectieux boostés. Donc, on prend les vieux antibiotiques et on rajoute une molécule naturelle qui est déjà dans la pharmacopée, comme le thymol, carvacrol, le génol, cinéol, et avec ça, on obtient une potentialisation qui casse la résistance. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Donc, le principe est simple. Vous voyez, ça, c'est la molécule d'antibiotique, par exemple, une bêta-lactamine. Et ça, c'est le site où va se fixer la bêta-lactamase pour dégrader la bêta-lactamine. Et c'est comme ça qu'une bactérie arrive à devenir résistante contre la pénicilline. Eh bien, ce qu'on a démontré par spectro de masse et par RMN, c'est que quand on associe la molécule de booster avec les antibiotiques, eh bien, cette molécule de booster, elle va obliger 4 molécules d'antibiotiques à s'associer entre elles autour de cette molécule de booster. Et ça crée ce qu'on appelle un complexe de boostage. Et comme vous voyez, ce complexe, une fois qu'il est formé, eh bien, la bêta-lactamase ne peut plus accéder à sa cible pour casser l'antibiotique. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on utilise le booster, la bêta-lactamase ne marche plus. Et donc, une bactérie résistante redevient sensible. De même, ce complexe, il est trop gros pour être refoulé par des canaux, parce qu'il y a des bactéries qui ont des canaux qui refoulent l'antibiotique lorsqu'il pénètre. Eh bien là, elle ne peut pas le faire parce qu'il est trop gros. Et puis, ce complexe, il est hydrophobe, donc il va traverser plus facilement les membranes que l'antibiotique seul. C'est pour ça que ça marche. Alors, on a réussi à obtenir l'autorisation de l'aval du comité d'éthique et l'autorisation du ministère pour faire un essai clinique sur un médicament qui a été développé sur le plan galénique par une industrie marocaine. Et on a fait donc toutes les études de stabilité et tout ça, et on a obtenu l'autorisation de faire un essai clinique. Cet essai clinique a été fait sur l'infection urinaire. Vous savez, c'est beaucoup plus pratique l'infection urinaire que les autres infections. Et puis, le résultat, c'est blanc ou noir. Une infection, un ECBU, c'est un ECBU. Le germe est là et il n'est plus là. C'est beaucoup plus pratique. Eh bien, les germes qui étaient dans le protocole sur lesquels on est tombé, ce n'était pas que de E. coli, beaucoup de E. coli, mais aussi beaucoup d'autres germes. Les patients, je peux vous dire que le chef de service qui a fait ce travail, quand il a remarqué l'efficacité du produit,
il a décidé de contacter, de faire venir tous les patients les plus récalcitrants. Donc ceux qui ont des problèmes de prostate, ceux qui ont des problèmes, qui sont diabétiques, qui ont des sténoses dans les vaisseaux dans les voies urinaires, etc. Et tous ces gens-là, finalement, pour ceux qui avaient une infection simple, à chaque fois on a eu un excellent résultat, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a eu des urines stériles, et surtout pour ceux qui avaient des infections compliquées avec des germes multirésistants, eh bien 21 sur 23 avaient des urines stériles. Les deux autres, ils avaient des urines qui n'étaient pas stériles, mais ils n'avaient pas le germe pour lequel ils avaient été traités. Ils avaient un autre germe, parce que c'était des gens qui avaient des sondes urinaires, et en général c'était du Candida albicans. Donc on est parti d'une bactérie multirésistante à un Candida albicans. C'est beaucoup moins grave. Alors c'est pour ce brevet-là que j'ai eu le prix de l'inventeur européen, décerné l'année dernière, en 2017, par l'Office européen des brevets. C'est un honneur pour le Maroc. Et puis, c'est la première fois de l'histoire de ce prix que quelqu'un qui n'est pas européen ou américain ou japonais ou australien est nominé et qu'il obtient ce prix. Et enfin, donc, le plus grand prix, c'était d'être reçu par Sa Majesté à la fête du trône de l'année dernière et d'être décoré. Et donc, c'est vrai que les autres reconnaissances, c'était des reconnaissances internationales, mais là, c'est la vraie reconnaissance pour un Marocain, c'est d'être reconnu par la plus haute autorité de l'État, par Sa Majesté lui-même. Et merci.